nous sommes des boules à facettes. Nous sommes des boules à facettes. Parce que la boule à facettes, elle est sphérique, elle reste la même. Il y a une sorte d'unité dans la boule à facettes. C'est ce que j'aime. Mais à chaque fois, on donne des facettes différentes à voir. Avec votre patron, avec votre mari, votre femme, vos enfants. Il faut accepter d'être des boules à facettes, des caméléons. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Notre mode de vie sédentaire impacte notre santé physique, mentale et même notre créativité. On reste assis, souvent trop longtemps, jusqu'à ce que notre corps essaie de nous dire quelque chose. Tension dans le dos, fatigue, manque de concentration, tout y passe. Alors pour accompagner cette série spéciale consacrée au mouvement, Métamorphose est heureux de s'associer à Flexispot, expert des bureaux assis debout, pensé pour réintroduire le mouvement dans nos journées de travail. Une posture plus fluide, une meilleure circulation, plus d'énergie. Alterner naturellement entre positions assises et debout, c'est faire un pas simple vers une santé globale plus alignée. Flexispot propose des équipements élégants, solides et adaptables, comme le modèle E7 Pro à 2 pieds, doté d'un système complet de gestion des câbles, ou encore le modèle E7 Plus à 4 pieds, offrant une stabilité remarquable et une capacité de charge allant jusqu'à 200 kg. Des solutions qui transforment véritablement l'espace de travail. En ce moment, et jusqu'au 3 juin inclus, leurs offres Brand Months rendent cette transition encore plus accessible. Plus d'infos sur flexispot.fr. Votre corps va adorer, votre esprit aussi. Et si le polar devenait un prétexte pour explorer nos zones d'ombre, nos blessures, nos deuils et nos élans de lumière ? Mon invité du jour est journaliste, producteur, mais aussi présentateur de l'émission Grand Bien vous fasse sur France Inter. Et il signe une nouvelle incursion dans le roman à suspense. Il y mêle tension narrative, humour, psychologie au service de thématiques profondément humaines. À travers Alice Bonneville, son héroïne, l'héroïne de Meurtre en chaîne, son tout nouvel ouvrage publié aux éditions Le Masque, il brosse dans ce genre littéraire du cozy crime un tableau lucide et sensible de notre époque. Entre intuition, gourmandise, faits divers, psychologie, il nous offre un récit du cœur qui parle autant d'enquête que de résilience. Préparez peut-être vos plaids, même si c'est pas la saison, vos cookies, c'est à venir. Et votre thé au jasmin, il a déjà, c'est parti. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Ali Rebéi. Bonjour. Bonjour Anne, je suis vraiment ravi d'être là. Merci, je suis honoré, vraiment, d'être ici. C'est moi qui l'ai quand même interviewé, ce grand journaliste. Alors on disait hors antenne, c'est un peu l'arroseur arrosé. Ça fait quoi d'être interviewé ? C'est assez impressionnant en fait, parce qu'il va falloir se livrer. Et je suis plus habitué à être à votre place, à accoucher les âmes. Et là, c'est une position, je ne sais absolument pas ce qui va se passer pendant l'heure qui arrive. C'est assez inconfortable, mais excitant en même temps. Donc, j'attends cette interview avec beaucoup de gourmandise et d'impatience. Ah voilà, la gourmandise toujours, on en parlera évidemment. Alors, vous êtes reconnu, vous êtes journaliste, producteur, je le disais, reconnu pour vos émissions autour du bien-être, de la psychologie. Quel élan dans cette écriture d'un premier puis d'un deuxième roman, je le disais en introduction, autour de ce genre littéraire qu'est le cozy crime. Vous allez nous dire ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas forcément d'où c'est venu, à quel moment ce personnage, on va revenir sur elle, d'Alice Bonneville, a émergé. Alors tout d'abord, le cozy crime, c'est un genre littéraire, un sous-genre du polar. Le cozy crime, on pourrait le traduire de façon un peu rigolote en disant que c'est... Et c'est l'analogie que j'utilise très souvent, c'est une sorte de beignet fourré au fumier. Je vous explique. En fait, le cozy crime, oui, c'est du policier sans sang à toutes les pages, sans serial killer, sans détective dépressif. C'est un genre assez joyeux, en apparence. Et je vous parle de beignets fourrés au fumier parce que le fumier, ce sont toutes les passions humaines qui nous agitent. L'envie, l'hubris, la jalousie, la colère. Ce sont des ingrédients qu'on retrouve dans tous les polars.
Et je parle donc de beignet parce que tout ça est enrobé de sucre, est enrobé d'une pâte assez moelleuse. En apparence, le cozy crime, c'est inoffensif. Alors qu'on travaille les mêmes ingrédients que dans le polar traditionnel, le polar scandinave, le thriller psychologique. Ce sont les mêmes ingrédients. Voilà, je le disais, des émotions qui nous traversent tous, des émotions désagréables qui nous traversent tous et toutes. Et le cozy crime va enrober ça pour rendre ça plus comestible. Voilà. Il y a une espèce de douceur. Voilà, une sorte de douceur apparente, parce que, en fait, quand on gratte un petit peu dans le cozy crime, quand vous lisez Agatha Christie, par exemple, c'est en apparence douillet, doux, mais en fait, les affects qui travaillent tous les personnages sont des affects assez durs, assez difficiles. Oui, puis il y a une tension. Il y a une tension. Oui. Dans le premier Tantalis Enquête, on parlait beaucoup de l'envie, cette émotion qui peut nous dévorer et qu'il faut essayer de mettre à distance dans la mesure du possible. Mais ce qui est amusant dans le cozy crime, c'est cet univers. Alors là, c'est une ville fictive, ça se passe dans une ville fictive à Valmont-sur-Loing, près de Fontainebleau. Ce sont des personnages en couleur, attachants, une détective amatrice, ça c'est important, une femme. Pour moi, c'était très important de choisir une femme. Et donc voilà, le cozy crime, ça permet d'évoquer de grandes questions, d'évoquer aussi des questions autour de la psychologie aussi, puisque l'un des co-enquêteurs, c'est le neveu d'Alice Bonneville, qui est psychologue clinicien. Oui. Donc ça permet de dire des choses assez profondes dans un cadre assez douillet. Alors, quelles sont vos sources justement d'inspiration ? Vous avez parlé d'Agatha Christie à l'instant, j'imagine qu'elle en est une, mais pas que. Alors, les influences... En fait, je vais vous expliquer. Tantalis est né pendant le Covid, une période assez difficile où j'étais à la radio tous les jours, à la maison de la radio, et le week-end, je rentrais chez moi du côté de Fontainebleau. Et j'avais envie de lecture assez légère. Alors moi, je suis plutôt lecteur de Philip Roth, de Martin Amis, de Jonathan Coe, littérature anglo-saxonne. Et j'ai eu envie de lecture plus légère. Et j'ai découvert Agatha Raisin, de M.C. Beaton. C'est une héroïne de cozy crime. Et je les ai dévorés pendant cette période du Covid. J'avais besoin vraiment d'une littérature apaisante, une feel-good littérature. Ouais. Et donc, j'ai lu ça. Et M.C. Beaton, donc l'autrice d'Agatha Raisin, a été une des inspiratrices de Tantalis. Il y a évidemment Agatha Christie, bien évidemment, Miss Marple, Hercule Poirot, mais... Et puis cette ville fictive aussi dont vous vous inspirez, qui n'existe pas. Oui, c'est la ville fictive de Valmont-sur-Loing, qui se situe entre Fontainebleau, Moret-sur-Loing, Samois, Bourron-Marlotte, des petites villes, des petits villages pittoresques au bord du Loing et de la Seine, qui ont un côté un peu anglais. Ça ressemble un peu à la région anglaise des Cotswolds. Il y a de la nature, il y a une campagne foisonnante, une forêt à proximité, la forêt de Fontainebleau, et des villages. Extraordinaire forêt. C'est une extraordinaire forêt. C'est pour moi l'un de mes médicaments. Hein. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais voilà, c'est une ville fictive et c'est important de la situer dans une ville qui n'existe pas. Ce goût justement pour l'Angleterre qui revient dans vos romans, on peut parler de saga d'ailleurs parce que vous dites volume 2, on peut les lire indépendamment l'un de l'autre, c'est ça qui est génial. Et en même temps, on retrouve les personnages, on s'y attache, etc. Et donc, ce goût pour le côté très so British, ça vous vient d'où ? Je sais pas du tout. Quand j'étais adolescent, je rêvais d'Écosse, d'Angleterre. J'avais un tropisme anglo-saxon. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pourrais absolument pas vous l'expliquer. J'ai découvert quand j'étais ado une série so British, chapeau melon et bottes de cuir. Ah oui. La série des années 60 avec le personnage d'Emma Peel. On est de la même génération, presque de la même année, je crois. Donc, on voit bien de qui on parle. Exactement, un personnage Emma Peel interprété par Diana Rigg. Et chapeau melon et bottes de cuir, ça a été une claque quand j'étais ado. Et donc, il y a une anglophilie qui est née certainement à cette époque-là. Et avec la lecture d'auteurs anglo-saxons, j'ai longtemps rêvé d'Angleterre. J'y suis allé que tardivement, mais c'est un tropisme qui est né dans l'adolescence. Alors vous êtes aussi, je crois, vous avez été surnommé le pape du développement personnel, c'est exact, par votre collègue Sonia De Villers à France Inter, et vous explorez vraiment depuis des années à la radio les enjeux du bien-être, des émotions, du lien à soi et des autres. Je me suis demandé qu'est-ce qui, en fait, avait nourri chez vous ce goût de l'exploration de l'âme. Alors c'est une passion qu'on partage, vous et moi, de cette quête de sens, des méandres, et qu'on va retrouver évidemment dans vos personnages.
Alors oui, Grand Bien vous fasse est né il y a une dizaine d'années. L'idée, c'était de proposer au grand public des outils solides, sérieux, pour aborder sa vie, pour avoir des outils solides en développement personnel, en psychologie. Mais bizarrement, j'ai jamais consulté de psy de ma vie. Ah, c'était une de mes questions. Vous y répondez direct. Vous avez jamais et vous auriez aimé être psy? Oui, quelque part, on est un peu des psys, vous et moi, à notre mesure, évidemment, parce qu'il n'y a pas de visée thérapeutique. Mais en fait, c'est de proposer aux auditeurs et aux auditrices vraiment les meilleurs experts dans leur domaine, en psychologie positive, en développement personnel, en philosophie aussi. Parce que j'aime beaucoup proposer aux auditeurs des émissions de philosophie pratique. Donc, c'est né il y a une dizaine d'années. Auparavant, il y a eu une émission sur France Culture qui s'appelait Du côté de chez soi. Et je sentais confusément que dans le monde que nous vivions, un monde sans phare ni balise, un monde liquide, comme le dirait le sociologue Zygmunt Bauman, ce monde liquide, sans phare ni balise, j'avais l'impression qu'on avait vraiment besoin de repères vraiment forts. Et à la radio, à l'époque, il n'y avait pas d'émission consacrée à la psychologie, au développement personnel. Donc j'ai commencé à France Culture, avec Du côté de chez soi, et plus tard, on m'a donné l'opportunité de présenter cette émission en 2016. Et notamment avec Christophe André, que vous connaissez bien. Oui, tout à fait, que j'ai reçu, évidemment. Celles et ceux qui nous écoutent, vous connaissez très bien Christophe André. Et puis, dans Métamorphose, pour vous, le genre littéraire est aussi une façon de transmettre des messages, de faire, vous dites, vous n'êtes jamais allé voir un psy, mais quand même de faire ce retournement vis-à-vis de soi-même, de se regarder autrement et de transmettre de cette manière-là. Oui, la littérature, en général, agit à la fois comme une loupe et un microscope assez extraordinaire. C'est une loupe parce qu'elle grossit la nature humaine de façon absolument extraordinaire, et c'est aussi un microscope qui permet d'entrer en soi-même. Moi, je viens de lire un livre absolument extraordinaire de Sigrid Nunez, une autrice américaine, L'Amie, et en lisant ce livre, vous êtes secoué. Elle raconte une amitié défunte d'un de ses amis proches, suicidé, dont elle récupère le chien. Et c'est un livre absolument extraordinaire qui parle du vieillissement, du passage du temps, de la mort, du deuil. Et j'adore ce genre de livre qui agit en vous. Il y a quelque chose qui se métabolise quand vous lisez ce genre de prose, qui vous transforme vraiment en profondeur. Pour moi, la littérature, elle doit servir à ça. Et avec ce genre du cozy crime, à ma mesure, de façon un peu humoristique, un peu légère, j'aime bien aussi que les personnages, notamment le personnage d'Alice Bonneville, qui est une veuve, qui enquête, j'ai envie vraiment que les lectrices et les lecteurs s'identifient à sa résilience, parce elle a vécu un deuil qui l'a secouée, et pour moi, c'est important que les lectrices et les lecteurs s'identifient à Alice et se disent, oui, ça me parle. Quand par exemple, elle regarde la photo de son défunt mari sur le manteau de la cheminée et qu'elle a le cœur serré, j'ai envie que ça parle aussi à des lectrices et des lecteurs qui ont vécu des choses similaires, qui ont vécu la perte, le deuil, etc. Et de transmettre. Et voilà, exactement, oui. Peut-être faites-nous le pitch quand même du livre, parce que vous nous avez déjà dessiné des contours au début, mais pour nous donner un peu l'eau à la bouche. Alors Alice Bonneville, c'est une ancienne professeure de droit pénal qui est veuve donc. Son mari s'appelle Georges. Il était à la tête d'une entreprise de biscuits industriels. Et donc elle vit avec son neveu Arthur Bonneville, qui est psychologue clinicien, qui vit avec elle. Elle a recueilli son neveu quand il avait 15 ans parce que ses parents sont morts dans un accident de voiture, je dirais même dans un crime routier. Et donc Arthur vit chez elle depuis qu'il a 15 ans, il a 25 ans aujourd'hui, ils vivent ensemble. Et donc dans cette ville fictive de Valmont-sur-Loing, elle côtoie Haroun, qui est un ancien prof, veuf lui aussi, et qui tient un salon de thé, le London Essaouira. Et puis il y a un club de lecture qu'elle fréquente avec des personnages en couleur. Et donc Alice, qui est une ancienne professeure de droit pénal, criminologue de premier plan, eh bien va enquêter parce que le naturel revient au galop, même s'il est à la retraite. Et donc elle va mettre ses compétences de criminologue et de professeur de droit pénal pour résoudre des enquêtes qui se déroulent donc dans cette ville fictive.
Vous connaissez bien le droit ou c'était comme ça Non, j'ai fait du droit. Ah, c'est ça. J'ai fait du droit. Ouais, vous avez fait du droit. À la faculté de droit de Toulouse. De Toulouse, ouais. Alors, cette Alice Bonneville, c'est une femme, vous l'avez dit, c'est toujours intéressant quand on est un homme de se mettre dans la peau de l'écriture d'une femme. C'est une question aussi que j'ai eu l'occasion de poser. Je pense à Éric Emmanuel Schmitt parce que il a cette faculté de croquer aussi les personnages féminins, de se mettre dans leur peau. Je trouve ça assez extraordinaire, voilà, quand on est de l'autre sexe, de pouvoir faire ça. Elle est quand même assez féministe et vos personnages de femmes sont très forts. Je me suis demandé d'où ça venait, en fait, cette envie de ces personnages hauts en couleur et forts, avec des personnalités. Et c'est pas la seule, d'ailleurs, femme forte. J'ai eu la chance de croiser des femmes très fortes dans ma vie. J'ai été élevé par une mère divorcée qui a élevé 5 enfants. J'ai vécu en grande partie avec ma grand-mère maternelle qui vivait chez nous à Toulouse et j'ai été entouré de femmes très fortes, hautes en couleur, féministes sans le revendiquer. C'est ça. Des femmes qui ont une vie admirable. Moi, ma grand-mère maternelle qui a perdu dans les années 40 2 enfants en bas âge suite à une grippe, des enfants qui avaient 5 et 6 ans. Donc moi, je suis admirateur de cette résilience. Il a fallu se reconstruire quand elle a quitté son Algérie natale pour venir en France dans les années 50. Voilà, perdre 2 enfants en bas âge, se reconstruire, donner naissance à ma mère qui est arrivée à l'âge de 6 ans en France. Et puis voilà, une femme divorcée, ma mère qui a élevé 5 enfants dans une HLM à Toulouse, une HLM qui donnait, et la vue c'était AZF. C'était ce qu'on appelait l'ONIA à l'époque, avant que ça s'appelle AZF. Donc j'étais entouré de femmes très fortes. Et donc je crois que je puise cet amour des femmes fortes en personnalité, en résilience, dans les modèles familiaux. Oui. C'est une manière aussi peut-être de leur rendre hommage. Oui, quelque part, c'est une manière de leur rendre hommage, à travers tous les personnages féminins dans Tante Alice, de restituer des voix comme celle de ma grand-mère et de ma mère. C'est pour ça que dans le premier tome, il y a le personnage d'Inès Goya, une femme de ménage, qui devient amie avec Alice Bonneville, en dépit de leurs différences de statut social. C'est une véritable amitié et Alice se sent beaucoup plus proche de sa femme de ménage Inès Goya que de sa cousine Victoire de Rosemonde, qui est une horrible snob. Donc voilà ce personnage de femme de ménage qui est digne, qui est une femme forte. Elle est un écho peut-être de ma grand-mère maternelle qui était aussi femme de ménage. Et ça montre aussi l'importance des liens de cœur, en fait. C'est important pour vous. Exactement. Au-delà, finalement, de nos constructions, de nos parcours. Bien sûr. Les liens familiaux, évidemment. J'ai la chance, avec mes 5 frères et sœurs, d'avoir des rapports très forts. Mais la famille de cœur, elle est très importante. L'amitié, les relations qu'on peut nouer avec certains collègues de travail, au long cours, la famille d'élection est très importante. Et c'est vrai que cette relation, dans ce premier tome, entre Inès et Alice, voilà, qui dépasse les relations sociales, etc. Alors, dans les autres relations qu'elle a, c'est cette relation très particulière avec l'autre veuve dont vous avez parlé, Haroun, qui tient le London Essaouira. Et donc, voilà, ils sont un peu en compétition parfois sur la gourmandise, la pâtisserie, etc. En tout cas, il y a du jugement sur ce qui est cuisiné. Toujours bienveillant. Toujours bienveillant, et puis avec beaucoup d'humour. Voilà, il y a vraiment ça. Et c'est étonnant, ce duo, et ça parle du couple, et du couple aussi dans la durée et dans l'âge. Alors eux, ils n'ont pas fait leur vie ensemble. Qui sait ? Qui sait, oui, c'est vrai qu'on n'est pas du tout au bout de la saga. Vous visez plusieurs tomes, d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé. J'espère, oui, j'espère. Vous n'avez pas encore... Vous savez ce qui va se passer après ? Oui, je sais. Je sais précisément ce qui va se passer entre eux. Je ne vous le dirai pas, non. Ah oui, j'imagine bien. Et puis, on ne veut surtout pas défricher tout ça pour nos auditeurs. Mais ce couple... il est vraiment intéressant parce qu'il dit beaucoup de notre époque, à une époque où il y a beaucoup d'injonctions qui portent sur le couple, où on doit être à la fois de parfaits amants, avoir une sexualité extraordinaire, être des grands-parents, peut-être des parents. Et là, c'est un couple finalement qui se retrouve un peu sur le tard, ils sont pas ensemble. Il y a une tendresse, il y a quelque chose de très profond en fait entre eux dans leur lien. C'est pas encore un couple, hein. Et c'est plus que de l'amitié. Et c'est plus que de l'amitié parce qu'il y a quand même de la séduction, ils sont intéressés. Qu'est-ce qui vous attirait en fait dans
dans ces liens-là, justement? Moi, ce qui m'a intéressé, alors d'abord, l'inspiration, c'est aussi les comédies hollywoodiennes des années 40-50, les comédies de Lou Beach, où il y a des dialogues étincelants entre des couples comme ça qui se cherchent, qui sont un peu chien et chat. Il y a un peu de ça dans ce couple. Et ce que j'aime dans ce couple, c'est que c'est plus qu'une amitié platonique. On n'est pas encore dans l'amour, dans le couple amoureux tel qu'on le connaît. C'est un entre-deux. Et j'ai voulu explorer vraiment cet entre-deux. Quand on est prêt à franchir le pas, mais pas tout à fait, parce que les deux qui sont veufs ne sont pas prêts. En tout cas, dans le premier tome, ils sont tous les deux, entre guillemets, enlisés dans leur histoire d'amour précédente. Oui. Et dans le deuxième, les choses évoluent. Il y en a une qui avance plus vers la séduction alors que l'autre reste encore enlisée dans son ancienne histoire où il accompagnait sa femme qui est décédée d'un cancer. Et donc, moi, j'ai voulu travailler cet entre-deux, cette zone grise où il n'y a pas de sexualité, mais il y a des élans du cœur assez forts, assez profonds, où on a envie de basculer, on se retient, on est dans l'amitié, mais pas tout à fait, on est dans l'amour, mais pas tout à fait. C'est une zone grise que j'ai trouvée assez passionnante à explorer. Ils ont une 50aine d'années, ils ont vécu des tas d'histoires, et là, ce sera peut-être leur dernière, on ne sait pas encore. Oui. Mais j'ai voulu les laisser encore dans cet entre-deux. Et ce qui est bon aussi, je trouve, dans ce lien, c'est que ça montre qu'on peut imaginer des relations autrement. Bien sûr. Voilà, c'est ça, je trouve. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'a parlé. Qu'ils ne vivent pas ensemble, même s'ils se voient fréquemment. Et qu'est-ce que ça dit du couple ? Qu'est-ce que ça dit de comment est-ce qu'on peut parfois réinventer le couple ? On sait que la culture a beaucoup de poids sur nos façons de faire couple. Et là, il faut quelque part couple d'une autre manière. Bien sûr. Ouais. Non, les injonctions sont extrêmement fortes. Ouais. Ça, vous le dites bien. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup dans les jeunes générations cette idée qu'il y a 1001 manières de faire couple. Où on n'est pas obligé de vivre ensemble, on n'est pas obligé d'acheter le pavillon, le chien qui va avec, d'avoir des enfants, etc. dans un trajet tracé qui mène jusqu'à la tombe peut-être. Ouais. Donc moi j'aime cette manière de vivre le couple autrement, voilà, où on vit chambre séparée, ou appartement séparé, où on se voit quand on veut aussi. Alors après on pourrait dire il y a quelque chose d'un peu adolescent, de pas vouloir prendre en charge pleinement les contraintes du couple, c'est-à-dire vivre ensemble, faire des concessions, et après tout, pourquoi ne pas faire voler en éclats tout ça et vivre de façon libre des relations comme on l'entend, parce que voilà, ils sont tous les deux quinquagénaires, ils n'ont plus envie de s'embêter avec des injonctions qui leur ont pesé toute leur vie, et voilà, si leur couple évolue, pas sûr qu'ils vivent ensemble, pas sûr qu'ils fassent chambre commune. En tout cas, ils vont se poser encore, j'imagine, toutes ces questions-là. Exactement. Par la suite. Ouais. Exactement. Mais moi, c'est ce que j'aime vraiment dans les nouvelles générations, c'est cette manière de réinventer la carte du tendre, de réinventer le couple. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans les jeunes générations. Alors, et en plus, dans les jeunes générations, ce qu'on voit, parce qu'on interviewe, vous et moi aussi, des gens qui viennent parler de ça, des psys, je pense à Cécilia Como, bien d'autres. C'est très bien. Voilà, qui viennent interroger ça, alors que dans ces générations-là, on voit que la parole, elle est quand même moins libre. Ils n'osent pas trop se dire les choses quand même dans ce duo-là, Alice et Haroun. Ils n'en sont pas encore là. Alors peut-être que chez les jeunes, il y a une volonté maintenant de verbalisation peut-être plus forte. Oui, et puis il y a ils ont vu leurs parents, ils ont vu leurs grands-parents, ils ont vu des couples traditionnels, ils ont peut-être envie de s'extraire de ce carcan-là et de réinventer le couple à leur façon, sans injonction, de le vivre peut-être à la carte. Peut-être qu'on pourrait critiquer ça, on pourrait se dire mais tiens, pourquoi ne pas vivre les choses avec un engagement beaucoup plus fort, pourquoi rester dans une sorte d'entre-deux, de zone grise, mais moi je trouve ça très bien, cette exploration nouvelle du couple, et pour nous qui sommes plus âgés, je trouve que ça nous challenge quelque part. Moi, je trouve ça, moi je regarde un peu comment les jeunes autour de moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de jeunes autour de moi, ça m'inspire, en sachant aussi qu'il y a aussi des jeunes qui entrent dans un couple traditionnel. Dans le sud Seine-et-Marne où j'habite en partie, il y a beaucoup de jeunes couples qui ont 20, 22, 24 ans, qui ont déjà des enfants et qui ont déjà un pavillon avec... il y a les deux qui cohabitent. Voilà, il y a les deux qui cohabitent, ça dépend aussi, peut-être aussi des milieux sociaux. Alors ces deux-là, pour continuer sur eux, ils nous parlent aussi du deuil, parce que vous l'avez dit, ils sont veufs.
Et c'est pas neutre, en fait, dans leur parcours. Parce que quand on est veuf, c'est pas un choix. C'est-à-dire qu'on décide pas, à un moment donné, de dire « je vais divorcer ou me séparer ». Et il y a tout ce dialogue, je trouve vraiment intéressant, qu'il soit croyant ou pas croyant, je dirais peu importe, avec une forme d'invisible. C'est-à-dire qu'il y a la présence de l'autre. Cette thématique du cheminement vers la mort, du lien à la mort, du vieillissement, elle est aussi importante, vous, dans votre réflexion ? Dans votre quête de sens personnel, à lire Oui, elle est forcément importante. Comme tout humain, mais... Elle est forcément importante, surtout passé un certain âge. J'ai bientôt 52 ans. Et donc, la réflexion sur la mort, je vais vous faire une confidence. Il y a 4 ans, j'ai frôlé la mort de près. J'ai eu un accident cardiaque qui est lié à ma prématurité. Je vous explique. Quand on est prématuré, je suis né sous couveuse à 7 mois, on peut avoir le déficit d'un acide aminé, la carnitine. Et donc, ça peut se révéler beaucoup plus tard par des problèmes cardiaques. Moi qui ne fume pas, qui ne bois pas, qui fait du sport, qui en ai fait énormément, qui a une hygiène de vie, j'espère, plutôt bonne, j'ai eu cet accident cardiaque il y a 4 ans. Un œdème pulmonaire aigu. Voilà. Vous êtes en train de discuter avec un pote au téléphone, en train de rire, et puis il y a quelque chose qui me gêne dans la gorge. Je pensais que c'était une poussière que j'avais avalée. Et puis voilà, je commence à cracher de l'eau. Voilà, c'est ça, c'est l'œdème pulmonaire aigu, c'est la marée, c'est de l'eau qui se remplit dans vos poumons. Et là, je me suis dit, c'est fini. Il y avait une force en moi, un calme, qui était assez étonnant, parce que vous êtes à 2 doigts d'y passer. Et puis vous êtes pris sur le vif, là. Et il y a une sorte de calme panique. C'est un oxymore, mais il y a une sorte de calme panique. Vous êtes là, vous vous dites, c'est fini. Alors, Dieu merci, les pompiers sont arrivés, je m'en suis sorti. C'est plus tard que j'ai su que ce problème lié à la prématurité s'était exprimé bien plus tard. Ah oui, vous ne saviez pas? Je ne savais pas, et grâce à un ami professeur en médecine interne, et je le remercie, parce qu'on ne comprenait pas à mon âge, à l'époque j'avais 48 ans, on ne comprenait pas. Hygiène de vie parfaite, examen biologique parfait, tout allait bien. Et en fait, il a fait une exploration, il a découvert que quand on était prématuré, on pouvait avoir des problèmes cardiaques à l'âge adulte. Alors, depuis, tout va bien parce que j'ai pris des compléments en carnitine, c'est un complément alimentaire naturel, tout va bien. Vous ne risquez plus rien maintenant? Non, plus rien, mais il a fallu cet accident-là, le fait d'avoir frôlé la mort de très près, pour vraiment, bizarrement, être dégagé d'une certaine angoisse de la mort. Je dis pas que j'ai pas peur de la mort, mais le fait de l'avoir côtoyé de près, il y a 4 ans maintenant, ça vous donne une certaine force. C'est ce qui est fou, c'est ce que les gens qui ont fait des expériences de mort imminente disent quand même un peu la même chose, alors que là, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que vous avez senti qu'elle était là. Ah, mais j'ai senti. Mais vous n'êtes pas parti dans le tunnel blanc. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu ce stade-là. Il y a Steven Lawrence, qui est un grand neurologue, qui raconte dans un livre récent les expériences de mort imminente, preuve scientifique à l'appui. C'était pas du tout ça ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, c'est vraiment, vous frôlez la mort. C'est-à-dire que l'œdème pulmonaire aigu, je le rappelle, c'est la marée, c'est de l'eau qui se remplit dans vos poumons. C'est comme si vous vous noyez. On le sait, l'une des pires morts que l'on puisse connaître, c'est la noyade. Et c'est ce que j'ai connu. Et c'est vrai que après cette expérience-là, il y a un avant et un après. C'est-à-dire que vous renaissez, vous êtes rené. Il y a une sorte de renaissance. La mort a commencé à vraiment m'intéresser quand j'ai eu 30 ans. J'ai commencé à m'intéresser aux philosophes stoïciens, à Marc Aurèle, à Épicure, à Épictète évidemment, à Sénèque. Et donc, je sais pas, à 30 ans, un questionnement sur la mort qui a puisé essentiellement chez les philosophes de la Rome et de la Grèce antique. Après, c'était un intérêt comme pour beaucoup qui était existentiel et qui n'était pas lié à quelque chose que j'avais vécu dans ma chair. Puis j'étais plutôt en bonne santé, sportif, j'ai fait de la boxe pendant 10 ans, je marche énormément, je fais attention, etc. Mais là, quand vous avez cet événement qui se percute à votre vie, de façon totalement inattendue, parce que vous passez du rire à la perspective de la mort. Vous riez avec un ami qui voilà, et puis vous basculez dans une dimension assez étrange. Et donc, oui, c'est vrai qu'à partir de là, c'est vrai que
la question de la mort. C'est réinvité, en fait. C'est réinvité, mais en ayant beaucoup moins peur de la mort. Et j'ai relu à cette occasion-là Le Jardin d'Épicure d'Irving Yalom, un très grand livre. Je suis une immense fan d'Irving Yalom. On partage ce goût pour Irving Yalom, qui est un très grand psychiatre américain. C'est un psychiatre existentialiste qui se nourrit beaucoup de philosophie dans ses thérapies. Et dans Le Jardin d'Épicure, il raconte comment ses patients sont confrontés à l'angoisse de mort. Et c'est vrai que quand vous la voyez en face, très bizarrement, elle vous fait moins peur. Elle est naturelle presque, en fait. Exactement. Parce que vous parlez de ce calme, c'est comme si, dans une autre émission, on parlait du vortex et du calme qu'il y a au cœur des vortex. On sait que cet espace de tourbillon, donc c'est vraiment ça que vous décrivez. C'est un calme qui m'a assez étonné. Alors évidemment, il a une petite panique parce que vous étouffez, mais à un moment donné, c'est bon, c'est fini. Comme presque prêt, finalement. Je me suis dit, j'ai vécu une très belle vie, j'ai eu énormément de chance, c'est fini. Et puis finalement, c'est pas fini. Et Dieu merci, aujourd'hui, tout va bien, je suis en excellente santé, et c'est assez dingue de savoir qu'ayant été en couveuse à l'âge de 7 mois, oui, pour l'époque, vous étiez quand même déjà presque un grand prématuré. En 1973, oui, c'était voilà. Et de découvrir à l'âge de 48 ans que cette prématurité a un impact dans votre vie. D'ailleurs, c'est bien de le dire pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que vous n'aviez pas l'information. Peut-être que maintenant on la donne, j'en sais rien. Bien sûr. Il y a une étude au Québec, une étude qui s'appelle HAPI, qui suit les enfants prématurés à l'âge adulte, parce que les prématurés peuvent avoir des problèmes notamment cardiovasculaires. Donc c'est ce que je dis moi quand autour de moi j'ai des amis qui ont des enfants, des bébés prématurés, je leur dis voilà, faites attention à bien les suivre tout au long de l'enfance, de l'adolescence, notamment du point de vue de la santé cardiovasculaire. Voilà la question de la mort dans Tantalis, elle est importante. Inconsciemment, je ne sais pas pourquoi, ces deux veuves qui sont dans le chemin du couple. Et dans une renaissance. Et dans une renaissance, parce que dans le deuxième tome, Alice s'adresse à son bon vieux Georges, qu'elle aime profondément. Et ça me rappelle l'un de mes mentors, Jérôme Garcin, ancien présentateur du Masque et la Plume, écrivain immense, qui racontait dans son dernier livre, donc la mort de son avant-dernier livre, la mort de sa mère et de son frère, pendant le Covid, il nous disait dans une interview qu'il parlait à ses morts, que c'est important de leur parler, qu'on soit croyant ou pas, peu importe. Elle parle à Georges. Elle parle à Georges, elle dialogue avec lui, et c'est une manière de dépasser le deuil. Au contraire, pour moi, c'est d'ailleurs, j'aime pas cette expression faire son deuil, mais on se comprend. Ça lui permet d'aborder une nouvelle vie, un nouveau chapitre de sa vie. Le fait de lui parler, d'en faire un confident, parce que dans le deuxième tome, il n'y a pas Caroune, il y a un autre prétendant qui surgit. Et donc, elle dialogue avec Georges, parce que Georges lui a donné l'autorisation, parce qu'il a fait un premier AVC. Il lui avait dit, sur son lit d'hôpital, surtout ne reste pas seul. Surtout... et elle avait besoin d'être autorisée. Voilà, elle est autorisée. Et donc, elle a ce dialogue invisible avec Georges qui est assez beau, je trouve. Ouais, très beau dialogue. Vous parliez aussi, tout à l'heure, on parlait de lecture. Et alors, les book clubs sont très à la mode. Tout le monde lance son book club de lecture. Et puis, ça existe depuis toujours. On sent vraiment, et là, vous citez beaucoup d'auteurs, on sent votre amour quand même de la littérature. Et vous citez d'ailleurs, Umberto Eco qui dit, vous la connaissez, la citation ? Celui qui ne lit pas n'aura... Allez-y alors. Je la connais pas par cœur, mais celui qui ne lit pas n'aura vécu qu'une vie. La sienne, et celui qui aura lu tout au long de sa vie aura vécu 10 000 vies. C'est ça. Je le cite de façon approximative. Et ça reprend ce magnifique titre d'un roman d'Emmanuel Carrère, D'autres vies que la mienne. C'est ça qui est absolument extraordinaire dans la lecture. C'est de vivre d'autres vies que la sienne. De vivre, je sais pas, moi, la vie d'un moine du XVIe siècle, de vivre la vie d'une jeune New-Yorkaise bisexuelle, de vivre 1001 vies. Et moi, c'est ce qui m'excite vraiment dans l'acte de la lecture. C'est à la fois, je vous le disais tout à l'heure, ce microscope,
cette loupe et cette manière de vivre 10 000 vies et de se décentrer de soi. Et je trouve que la lecture, ça permet d'entrer en relation avec les autres après dans la vraie vie de façon extraordinaire. Je pense, Anne, que vous faites ce métier-là aussi par gourmandise des autres, et ça se voit, ça se sent quand on vous écoute. Moi, c'est pareil. Ouais. Quelque part, quand vous interviewez des gens, quand vous les rencontrez, quand au débeauté, dans un bus, je sais pas, dans un marché, vous discutez avec des gens, c'est une forme de lecture. Vous lisez une partie de leur vie qu'ils vous donnent à voir, qu'ils vous donnent à entendre. C'est ça que je trouve absolument extraordinaire. Oui, il y a ce côté goût des autres, en fait, ce goût des autres, qui est dans la lecture aussi. Des autres, ouais. Vous lisiez beaucoup petit, justement? Oui, je lisais énormément. J'ai eu la chance, quand j'avais 6 ans, d'avoir une institutrice, Madame Ruffier, qui nous a si vraiment... elle nous entend, peut-être. Bon, enfin, j'imagine que... Je ne sais pas si elle est encore de ce monde. Non, elle n'était plus de ce monde, oui. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, elle nous a donné vraiment le goût de lire. Et puis ma mère, quand j'avais 6-7 ans, me ramène à la maison une caisse de livres. Une caisse de livres, et je découvre Le Prince et le Pauvre de Mark Twain, grand auteur américain. Et donc après, il y a eu ce goût de la lecture absolument incroyable en lisant Fantomette, Le Club des 5, Alice. Et en fait, quelque part, et j'y réfléchi récemment, c'est que Tante Alice, c'est une manière de proposer aux lectrices et aux lecteurs des Fantomettes et des Clubs des 5 pour adultes. Ah, mais c'est pour ça que j'aime autant vos livres. Voilà. Et moi, j'ai adoré. C'est ça, Le Clan des 7, il y avait aussi. Le Clan des 7 d'Enid Blyton, Fantomettes de Georges Chollet, qui ont été des lectures absolument incroyables. Georges Chollet, donc l'auteur de Fantomettes, il y avait beaucoup d'humour. Il y avait beaucoup d'humour dans ces récits, avec Françoise, alias Fantomette, Ficelle, Boulotte, et ça se passait dans une ville fictive aussi. Donc, c'est dingue. Et Framboisie, la ville de Framboisie. alors là, c'est les Madeleines de Proust, là. Et non, mais la ville fictive de Framboisie dans Fantomette, quelque part, et je vous parle, et je fais le lien là en vous parlant, avec Valmont-sur-Loing de Tante Alice. Et Alice qui fait écho à Alice, le personnage de la bibliothèque verte d'Alice Keane. C'est fou ça. Alors là, on est replongé en enfance complètement. Vous savez que j'ai passé des nuits, mes parents qui m'entendront diront c'est vrai, parce qu'ils ne le savaient pas à l'époque, mais sur les toits de la maison de mes parents, déguisés en Fantomette. C'est incroyable. Tellement je sautais de toit en toit, ce qui était absolument dangereux. J'aurais adoré vous voir en Fantomette, Anne. Oui, c'est ça. Un jour, on se déguisera. Je ne sais pas, mais c'est drôle. Pourquoi est-ce qu'on en était arrivé là ? On parlait des book clubs et de votre goût de la lecture. Et ce que je trouve génial, c'est que vos personnages, on voit à quel point la lecture ne nous fait pas la même chose. C'est-à-dire, à partir d'un personnage, ils vont tirer des fils pour en avoir des interprétations. Et qu'en fait, ça montre qu'on voit toujours les choses depuis notre perspective. On est des filtres à réalité, en fait. Je parlais de loupe, je parlais de microscope. On peut parler de kaléidoscope aussi. La lecture, c'est aussi un kaléidoscope, parce que dans le dernier book club, le dernier club de lecture que fréquente Alice dans le 2e tome, il est question de Bartleby le scribe d'Herman Melville, un court roman absolument extraordinaire. Un jour, Bartleby, qui est scribe chez un avoué new-yorkais, refuse de travailler. Je l'ai pas lu, ça m'a donné envie de lire. Ne veut plus travailler, ne veut plus rien faire. Il dit « je ne préférerais ne pas ». Et à partir de là, dans ce club de lecture, chacun va à l'aune de sa propre expérience, de son propre ego, de son propre moi, de sa propre vie, de ses propres expériences, va évidemment l'interpréter de façon différente. Et ça donne lieu donc dans le roman à des passes d'armes. C'est rigolo de se dire qu'il y a des passes d'armes dans un club de lecture autour de Bartleby le scribe. C'est assez jouissif et ça permet à chacun de montrer un pan de sa personnalité à partir de ce livre de Melville. Oui, d'ailleurs, il y a votre personnage de Pascal Boitard là au club de lecture, le publicitaire. Alors lui, il incarne une forme de masculinité un peu à l'ancienne. Ouais. Vous aviez envie de croquer aussi ça, un peu le misogyne. Mais des fois, il dit des choses justes. Des fois, il dit des choses justes dans le club de lecture. Ils sont tous ombre et lumière de toute façon, vos personnages. Exactement. De temps en temps, il dit des choses justes, même s'il est un peu, le sexagénaire un peu satisfait de lui-même, qui a été patron d'une grande agence de pub, mais qui parfois peut avoir des fulgurances, quoi. Mais il va se prendre les personnages féminins quand même de front. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'il agace beaucoup Alice. C'est ça, ils l'ont monté. Et Haroun aussi. Et Haroun aussi. Parce que la vraie passe d'armes, c'est avec Haroun, qui est
beaucoup plus sensible que ce oui, Pascal Boitard, un peu m'as-tu vu et un peu fier de sa réussite. Oui, puis un peu plus pied dans le plat, quoi, effectivement. Alors, dans les thématiques, il y a aussi une grande thématique, j'ai trouvé la culpabilité, le pardon, et puis la rédemption, qui est un mot qu'on n'utilise plus tellement d'ailleurs. La rédemption. Terriblement religieux. Oui, mot terriblement religieux. Alors là, j'étais très surprise. Alors, on ne veut pas évidemment dévoiler le livre, donc on raconte ce que vous voulez raconter. Oui, dans le deuxième, c'est l'assassinat d'un grand producteur de télévision et animateur. On ne sait pas si c'est un accident, si c'est un crime, voilà. Exactement, merci, c'est vous qui le dites. Et donc, il y a un personnage qui va vivre comme ça, une espèce de retournement intérieur, une sorte de rédemption. Il porte un poids qui est très lourd. Cette thématique, justement, de la culpabilité et ce terme aussi de rédemption, pourquoi être allé jusque-là ? Je me suis demandé à quel moment vous faites ce détour, justement, par la foi, par la croyance. Il y a une espèce presque d'appel à la foi chez ce personnage. Oui, il y a un appel à foi. Vous êtes croyant, vous ? Moi, je suis plutôt agnostique. Je trouve qu'il est fou de croire ou de ne pas croire. Je suis vraiment dans un entre-deux. Mais j'adore cet entre-deux. J'adore être émerveillé par ce mystère de la vie. Ça ne m'inquiète pas de ne pas savoir, d'être dans cet entre-deux. Au contraire, je trouve ça terriblement passionnant. Depuis toujours ou depuis les 4 ans, depuis 4 ans ? Non, depuis toujours. Alors évidemment, j'ai vécu dans une certaine culture religieuse, même si j'étais après dans une école privée, l'école Saint-Nicolas, où j'ai découvert d'autres rites que ceux que l'on pratiquait à la maison. Mais je suis d'un naturel plutôt agnostique. D'accord. Mais émerveillé par le mystère de la vie et de la... Voilà, je suis admirateur de ceux qui croient et admirateur de ceux qui sont des athées purs et durs. Moi, je suis vraiment dans un entre-deux. Et donc, cette question de la culpabilité, alors moi, elle ne me travaille pas. La question de la culpabilité, c'est pas une question qui me travaille, mais ça m'intéressait qu'un personnage vive cette culpabilité et qui passe par la foi, voilà, par la foi catholique en l'occurrence, parce que ce personnage se convertit, se fait baptiser à l'âge adulte, et donc voilà. Il y a de plus en plus d'ailleurs j'ai un ami prêtre avec qui je discutais récemment qui disait il y a de plus en plus de conversions et de baptêmes chez les adultes. En ce moment, il y a vraiment un regain. Bien sûr. C'est quelque chose qui vous... Voilà, il y a un mystère quand même qui vous attire. Là, vous avez rencontré peut-être des prêtres ou des croyants quand vous avez écrit cette partie-là du roman ? J'ai rencontré une amie philosophe, Laurence de Villers, que j'aime beaucoup, aussi, qui est une femme absolument extraordinaire, qui est très croyante et qui m'a aidé justement, à mieux comprendre cette crise de foi, entre guillemets. Non, mais je pense à Laurence de Villers parce qu'elle est venue aussi dans cette émission. Elle m'a parlé de son père qui était extrêmement croyant. Et effectivement, on sent que quand elle parle de son père, il était habité d'une foi, je ne sais pas s'il est toujours de ce monde, en tout cas, ou qu'il est habité d'une foi, peut-être il est encore là, pardon, mais et c'est sûr qu'il y a quelque chose du mystère dans ces conversions comme ça, immédiates. Alors là, votre personnage, il a vécu quelque chose d'extrêmement fort qui fait que de toute façon, il est en quête parce qu'il ne peut plus continuer comme ça dans sa vie. Il est en quête de vérité et cette quête de vérité, elle passe par une conversion pour aller au plus profond de cette vérité qui l'a accablé quand il était jeune. Et donc la foi va lui permettre c'est un chemin, c'est vraiment un guide. Là, pour le coup, c'est vraiment un guide pour approcher une vérité qui va lui permettre de mettre fin à cette culpabilité qui le ronge depuis l'adolescence. Mais moi, j'avais une grand-mère maternelle qui était croyante, mais c'était une femme d'une ouverture et d'un œcuménisme absolument incroyable, d'une bonté. Voilà, voilà.
Celle qui avait perdu ses enfants. Voilà, celle qui avait perdu ses enfants. Ouais, c'est fou d'ailleurs. Ces 2 enfants qui avaient à l'époque 5 et 6 ans. Ouais, de se dire qu'elle n'a pas été aigrie par la vie. Non, pas du tout. C'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est une femme d'une bonté absolument incroyable. Fatima, elle s'appelait Fatima. Et elle priait pour vous. Si elle ne vous connaissait pas... Anne, parce que c'est du genre assis sur un banc en bas de chez elle à Toulouse, près du canal du Midi. Vous asseyez à côté d'elle, elle se serait mise à vous parler et puis à vous souhaiter le meilleur dans votre vie. Vraiment. Elle ne vous connaît pas, mais elle vous aurait dit, Anne, je te souhaite le meilleur dans ta vie, que tes enfants soient heureux, que tes parents vivent centenaires, je te souhaite le meilleur. Il y avait une bonté comme ça, naïve, qui était très touchante, en fait. Est-ce que son petit-fils a un peu repris le flambeau d'une certaine manière, parce qu'il fait du bien à des millions de personnes, ce petit-fils? Ouais, peut-être. Il n'est pas sur son banc, il est sur un autre banc. Oui, quelque part, oui. Je l'ai senti, ça, vous savez, pendant le Covid. Pendant le Covid, j'étais tous les jours en direct, pendant le premier confinement, à la Maison de la Radio. Et là, vous avez l'impression d'assurer un service public. C'est ça. C'est-à-dire que vous accompagnez... Je raconte une scène, le premier jour du confinement... Il y a Christophe André, notre ami Christophe André, qu'on adore vraiment. Et on l'adore pourquoi, petite parenthèse, parce que c'est le même dans la vie et dans ce qu'il donne à voir dans ses livres. Il y a une grande... Il est très aligné, comme on dit aujourd'hui, un peu à la mode. Et donc, on est dans... Pardon ? Congruence. Congruence, exactement. Et donc, on est dans ce premier jour du confinement et on reçoit des appels. Et l'un des premiers appels qu'on reçoit, c'est une femme qui a envie de se suicider parce qu'elle a peur. Elle veut se suicider à l'antenne, elle nous dit qu'elle a ce désir de suicide. Et là, on a Christophe André et le docteur Aurélia Schneider qui sont là pour l'accompagner avec une oreille attentive, une bienveillance. Et cette femme, elle se faisait peut-être l'écho de tas d'auditrices et d'auditeurs qui, pris de panique, avaient envie aussi de ce geste-là fatal. Oui. Et je ne sais pas, c'est quelque chose de magique qui s'est passé, un dialogue entre donc ces 2 grands psychiatres et cette auditrice. Et là, je me dis, on a peut-être sauvé quelqu'un là, grâce à cette parole apaisante, profonde de Christophe André et d'Aurélia Schneider. Et là, ça a du sens. Et là, ça a du sens. Et quand vous accompagnez des auditrices et des auditeurs qui ont peur, parce que ce premier jour du confinement, je m'en souviendrai toujours, je rentre de la Maison de la Radio après cette première émission. C'était la veille du premier confinement. Je me retrouve à Paris, dans le 18e arrondissement, et je vais dans 2 magasins, et je vois, mais vraiment, la panique des gens, vous l'avez vu tous, la panique des gens qui font leurs courses. Il y a la peur. J'ai vu la peur sur des visages de gens, notamment que je côtoyais dans mon quartier. J'ai vu la peur. Et je me suis dit, dans cette émission... de 2 heures quotidiennes, on va aider les gens à ne plus avoir peur. On va les aider à traverser ce moment d'angoisse très profonde. Rappelons-nous, on ne savait pas quel était le taux de mortalité de cette maladie, la morbidité de ce Covid. On ne savait quasiment rien. Et donc, il y avait une véritable peur. Et moi, de façon calme, avec mes équipes, on s'est dit, on va pas paniquer les gens, on va leur donner l'information la plus précise possible, avec les experts, avec les meilleurs experts possibles, pour les accompagner dans ce moment extraordinaire que nous avons vécu il y a 5 ans déjà. Et donc là, vous avez vraiment l'impression d'accomplir une mission de service public. Et là, vous vous dites, je suis quand même fier de bosser sur une radio du service public pour délivrer l'information la plus fiable possible. Et là, oui, là, vous avez l'impression de... C'est là où on revient à Fatima. Exactement. C'est ça, la boucle est bouclée, quoi. Exactement. Et c'est touchant, en tout cas, très touchant. Merci de ça et de parler d'elle aussi, de cette grand-mère. C'est important aussi de réhabiliter les gens dont nous sommes faits. Bien sûr. C'est ce que dit Irvine Yalom dans Le Jardin d'Épicure pour aider les gens à conjurer l'angoisse de mort. C'est de se dire que les gens que nous aimons, qui nous ont construits, ils vivent en nous. Nous avons des molécules d'eux en nous, qui circulent en nous. Ils nous ont influencés, ils nous ont aimés, et ça rejaillit en nous profondément. Et donc, on vit avec eux. Ma grand-mère Fatima, qui est décédée en 2008, aujourd'hui, je pense à elle avec énormément de joie et de sourire, et je pense quasiment à elle tous les jours, et mon grand-père aussi, qui est mort il y a une 30aine d'années. Ils vivent en nous, c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est incroyable. Ils vivent en nous,
il vibre en nous. Parfois même peut-être encore plus présent bien sûr. Que quand ils étaient là. C'est un truc un peu curieux, mais ça. C'est une chose curieuse, moi qui adore cuisiner. Oui. Quand je fais du pain, j'adore faire du pain. C'était l'émission précédente sur le pain. Je reproduis... Pain au levain, j'espère. Je fais pas encore mon levain, mais je vais m'y mettre. Ah oui. Et quand je fais du pain, quand je pétris le pain, je revois et je ressens les gestes de ma grand-mère qui faisait du pain. Les mêmes gestes, la même manière avec son poing d'enfoncer la pâte, etc. Il y a quelque chose d'elle en moi quand je cuisine. Oui. Voilà. Et en plus, le pain, on en a parlé justement ce matin, le pain, c'est vraiment... c'est quelque chose qui est commun à toutes les cultures, ancestrales. Il y a quelque chose de sacré, le grain vient de la terre, et donc il y a quelque chose de séculaire en fait dans notre lien au pain. Et le levain en plus en particulier, parce qu'il y a cette fermentation, il y a un truc un peu bizarre qui fermente et qui donne comme ça du vivant. Moi, je fais des pains qui n'ont pas besoin de levain, mais je pense que je vais m'y mettre, des pains notamment de Méditerranée, du Maghreb, des pains italiens comme la focaccia. J'ai une passion pour la focaccia en ce moment absolument extraordinaire. Et donc, ce sont des pains qui ne nécessitent pas de levain, mais je pense qu'à terme, je m'y mettrai. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose du mimétisme dans la gestuelle de ma grand-mère quand je fais du pain qui vraiment qui me met en joie. Oui. Alors parlons-en, Ali Rebéi et la gourmandise ou le gourmet en vous, parce que alors il y a deux choses. Il y a la gourmandise, mais il y a aussi le rapport au corps. Vous l'avez dit d'ailleurs. Vous avez dit j'ai été sportive, je marche tous les jours. On parle beaucoup dans nos milieux d'un esprit sain, dans un corps sain. Tous les philosophes le redisent. Quel rapport vous avez à l'alimentation? C'est très bien décrit d'ailleurs, j'avais envie de dire pour nos auditeurs et nos auditrices, est-ce que vous nous donnerez quelques recettes? Vous cuisinez quoi là? Les fameux sablés à l'orange, j'en cite quelques-uns. Les canistrelli, on revient sur l'Italie. Les crumpets à la fleur d'oranger, je ne sais pas comment on prononce ça. Les crumpets, oui. Les scones, alors là on est encore sur l'Angleterre avec les deux là. Vous avez des recettes secrètes, vous en avez une à nous délivrer alors peut-être? Le scone, on pourra donner... Alors le scone, moi j'aime les faire avec du lait ribot. Ah oui. Et je trouve que ça donne une texture au scone absolument incroyable. Donc vous prenez de la farine, du beurre très froid, du beurre demi-sel c'est encore mieux. Vous prenez de la levure, un peu de bicarbonate de soude, vous mélangez tout. Vous faites une sorte de gros crumble et vous mouillez petit à petit avec du lait ribot. Et là, je mets un petit peu de vanille, un peu de sucre, du sucre de fleur de coco pour ma part, ou de palmier. Qui est plus sain. Oui, l'index glycémique est un peu plus bas. Oui. Et le lait ribot va donner une texture et un goût absolument extraordinaire. Vous formez une pâte, et maintenant, alors avant j'avais un emporte-pièce, maintenant je fais une boule, j'aplatis tout, je prends un coupe-pâte et je les coupe en triangles. Je mets un petit peu de lait dessus, au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Et là, avec la clotted cream ou avec de la confiture d'abricot ou de fraises, mes préférés, là, alors avec un bon thé, vraiment, on est d'accord. avec un bon thé Earl Grey, là, vous êtes bien. Là, vous êtes bien. Et c'est vite fait. Le matin, voilà, vous faites ça. Il n'y a pas besoin que vous avez le temps, Ali Rebéi. Non, mais vous avez le week-end. Le week-end. Et ça prend. Parce qu'avant France ça Inter, prend 30 minutes. Mais les scones se conservent bien, donc vous pouvez les garder une partie de la semaine. Ah non. Pas trop. Ah non, les scones, il vaut mieux. Bon frais. Vraiment, les scones, il vaut mieux les manger le jour très même. frais. De toute façon, ils sont tellement bons qu'il n'en reste plus. Tout le monde se jette dessus. Donc vous cuisinez vraiment. Vous auriez pu être finalement chef, ça vous Non, parce que c'est vraiment, j'en reviens à ma grand-mère Fatima, ou encore à ma mère, c'est une cuisine vraiment ménagère, moi. Du quotidien. Ouais, alors j'aime beaucoup Top Chef. Mais moi je suis impressionné par alors ce sont des chefs, des vrais chefs qui concourent. Moi je suis incapable de faire ce qu'ils font. Moi c'est une vraie cuisine ménagère. Moi un de mes livres de cuisine de chevet c'est le Ginette Mathieu, vous voyez, ou le André Zanamura qui est un super livre de cuisine de tous les jours. Et on notera les références exactement, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin en cuisine. Exactement, donc c'est vraiment une cuisine de tous les jours, c'est la cuisine quotidienne que j'aime faire. C'est pas une cuisine sophistiquée, mais c'est une cuisine goûteuse, savoureuse. Là, pendant que je vous parle, j'ai fait désossé des cuisses de poulet que j'ai... Pour faire un bouillon d'os ? Non, cuisses de poulet désossées, marinées avec du paprika, du za'atar, du miel, de la moutarde. Là, c'est en train d'attendre au frigo. Et ce soir, il y aura une crème de feta avec des tomates cerises confites.
Voilà. Et c'est très simple à faire. Ouais, mais c'est une passion quand même. Vous cuisinez beaucoup pour vous-même dans le quotidien. Bien sûr. Vous mangez beaucoup aussi Bien à sûr. l'extérieur, les deux? L'extérieur, oui, quand je peux. Alors, Ouais. je dois vous avouer que entre midi et 2, j'évite les déjeuners parce que le travail est tellement intense à la radio. C'est vraiment un travail de marathonien, vraiment. Vous me le disiez hors antenne, Oui. Et c'est vrai que c'est un travail de marathonien parce que à la radio, à France Inter en l'occurrence, on lit les livres, on travaille vraiment du matin au soir pour préparer l'émission du lendemain. Voilà. Et donc c'est un vrai sacerdoce. Donc les déjeuners, c'est une fois par semaine, les déjeuners professionnels, évidemment. Parce que sinon, vous déjeunez à 13h, vous avez fini à 16h, vous n'avez plus de force pour écrire l'émission du lendemain. Ouais. Donc, alors, si on s'intéresse à nouveau peut-être au personnage d'Arthur, le fameux neveu d'Alice, l'héroïne. Donc lui, il est psychologue clinicien. Alors là, vous en rencontrez beaucoup au quotidien. Il est névrosé, je dirais, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et peut-être un peu plus parce qu'il est psy. Non, je blague. Non, à tous les psys qui vous écoutent, Anne. Oui, c'est ça. Il est marqué, vous l'avez dit, par le traumatisme de la mort de ses parents. Dans un crime routier. Ouais. Je tiens à ce terme de crime routier. Oui, vous l'avez dit déjà tout à l'heure. Non, je vous tiens à ce terme parce que j'ai un ami qui, à l'âge de 14 ans, un ami de colonie de vacances. Moi, j'adorais aller en colonie de vacances, les colonies de la ville de Toulouse, et donc une colonie dans le sud du département de la Haute-Garonne, dans les Pyrénées. Vous n'avez pas trop l'accent d'ailleurs, vous non, dites pas Haute-Garonne. sur certains mots. Oui. Et donc Patrice, qui était un copain de colo, un ami, à 14 ans, perd la vie, percuté par un chauffard à Toulouse. Et je pense souvent à Patrice. Je me dis, qu'est-ce qu'il serait devenu? C'était vraiment la mascotte en plus. Il était un peu plus petit que nous tous. On avait 14-15 ans et tout le monde l'adorait, Patrice. Patrice Bonfarnuzzo, je me souviens de son nom. Et c'est d'une injustice absolument terrible d'avoir perdu la vie à cause d'un chauffard. Donc, il était important pour moi de parler de crimes routiers dont ont été victimes les parents d'Arthur Bonneville, le psy. Et d'ailleurs, je participe chaque année au spot radio de la sécurité routière. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je n'ai pas le permis. Oui, j'allais vous demander. Peut-être qu'inconsciemment, j'ai jamais passé le permis. Ça vous a trop choqué, la mort de votre ami? Je pense, sans faire de psychanalyse. Ouais, mais bon, c'est choquant. Mais je pense qu'il y a quelque chose de ça. Et j'ai un autre ami aussi du collège, il s'appelait Stéphane, qui est mort en mobilette aussi, percuté par un chauffard. Et moi, je pense que je vais m'investir de plus en plus dans la lignée du combat de Yannick Aleno, du chef Yannick Aleno, qui a perdu son fils à cause d'un criminel routier. Donc oui, c'est une cause qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Ouais. Vraiment. Donc c'est une façon aussi, encore une fois, on parlait d'hommage tout à l'heure, mais de réhabiliter, de parler de ça. Et cet Arthur, il nous parle aussi. Alors lui, il est atteint de bigorexie, c'est la dépendance à l'exercice physique. Dans le deuxième, il parle de nos addictions, nos névroses. Pour vous, c'est aussi une façon de décomplexer le sujet, c'est de montrer que finalement les psys, ils sont comme tout le monde. Oui, tout à fait. C'est important de montrer. D'ailleurs, Irving Yalom, ce qui est absolument génial avec ce grand psychiatre américain, c'est que il n'hésite pas à parler de ses failles, de son angoisse de la mort, de ses imperfections. Et je trouve que c'est important pour les personnes qui suivent une thérapie, de voir qu'ils ont en face d'eux des thérapeutes. Moi, si j'allais voir un thérapeute un jour, j'aimerais cheminer avec un thérapeute. Avec Irving Yalom. C'est vous savez que j'ai fait une séance un jour avec lui. C'est vrai. Ouais. Quelle chance extraordinaire vous avez eue, Anne. Mais en tout cas, avec un thérapeute qui n'hésite pas à montrer ses failles, ses parts d'ombre. Pour moi, ça me paraît très important. C'est étonnant d'ailleurs que vous ayez jamais eu, ne serait-ce que par expérience, envie de voir un thérapeute. Pas forcément pour l'expérience. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, moi, j'adore la psychologie. Moi, je lis de la psychologie. J'ai dû lire les premiers livres de Boris Cyrulnik dans les années 90, les premiers livres de Christophe André avant de le connaître. Et puis de la philo, vous disiez aussi. La philo aussi, ça me passionnait vraiment pour mieux connaître l'âme humaine, la condition humaine, la nature humaine. Ça me passionne vraiment, la psychologie, de ce point de vue-là.
Le seul psy que j'ai vu, c'est pendant mon service militaire. Oui. Au bout de 6 mois, j'avais envie d'arrêter. Je suis allé voir le psy de l'hôpital Larrey, l'hôpital militaire à Toulouse, pour arrêter mon service un peu plus tôt, parce que j'en avais assez. Et oui, j'ai fait mon service militaire. Je suis un des derniers à l'avoir fait. Une des dernières générations à l'avoir fait. Et c'est la seule fois où j'ai vu un psy de ma vie. Peut-être que j'en verrai un jour. Je pense que l'aventure d'une psychothérapie, en tout cas... c'est évidemment une aventure extraordinaire pour certains. Parce qu'il peut y avoir de la souffrance, et on peut le faire pour ça, mais il peut y avoir aussi la connaissance de soi. Mais ce que j'entends, c'est que ça, vous l'avez fait à travers les livres, oui, beaucoup. Tout à fait, à travers les livres. Et puis, j'ai une capacité d'auto-analyse assez importante. Ouais. Et puis, chez moi... D'où ça vient, ça, d'ailleurs ? Je ne sais pas. Je pourrais absolument pas vous dire. Mais c'est étonnant. Et puis, par exemple, chez moi, la déprime... J'ai jamais fait de dépression dans ma vie, mais quand je déprime, ça dure jamais. Ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, tout au plus. Mais je suis pas sujet aux angoisses existentielles. Je peux avoir une angoisse ponctuelle, par exemple, si je ne sais pas, si j'ai une échéance très très importante qui peut créer une angoisse naturelle, une anxiété naturelle. Là, oui, parce qu'il y a un objet précis. Mais ressentir... Et autour de moi, notamment dans la jeune génération, je fréquente beaucoup de jeunes qui me disent qu'ils ont des angoisses comme ça, existentielles, très fortes. Ça, j'ai jamais connu. L'anxiété que j'ai pu rencontrer dans ma vie a toujours eu un objet. Et puis j'ai toujours eu une manière très pratique et très corporelle de lutter contre cette anxiété éventuelle. C'est le sport, c'est l'activité physique, c'est l'activité tout court. Oui, vous êtes bien ancré, en fait. Voilà, c'est une activité où, par exemple, ces activités qui suscitent un état de flow, F-L-O-W, cette sérénité qui naît quand on fait de la broderie, de la cuisine, de la mécanique. Même à l'antenne, vous devez ressentir ça. Ouais, quelque part, il y a un peu de ça. Ouais. Et donc, moi, l'une des manières de conjurer l'angoisse, c'est l'activité. L'activité physique ou une activité comme la cuisine ou d'autres choses. Quoi. Ouais. D'ailleurs, puisqu'on parle de psy et de radio, comment est-ce que vous avez pris l'annonce de Nicolas Demorand ? On rappelle qu'il a sorti son livre Intérieure Nuit. Je ne sais pas si ça a échappé à des gens qui nous écoutent cette information, mais au cas où, je le redis quand même encore. Qui commence son ouvrage en disant « Je suis un malade mental » et qui révèle au monde et à ses auditeurs en particulier, aux auditeurs de France Inter, sa bipolarité. C'est quand même un pavé dans la... C'est énorme en fait ce qu'il a fait. Moi j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que je côtoie Nicolas Demorand depuis des années. On fait notamment les passages d'antenne dans le même studio quand il annonce le programme suivant, Grand bien vous fasse. Et c'est un garçon très attachant. Un garçon, on sent une vie intérieure. Je sentais, avant d'apprendre qu'il était bipolaire, je sentais une vie intérieure très intense. Et je lui ai dit d'ailleurs, quand je l'ai interviewé pour son livre, que parfois je pensais qu'il était cyclotimique, lunatique. Mais comme il est très sympathique, ça passe. Et quand il annonce, c'est un coup de tonnerre absolument incroyable, sa bipolarité, en disant qu'il est un malade mental, j'ai trouvé ça d'un courage. Parce que il en faut du courage quand on est dans sa position. Absolument. La première matinale de France qui rassemble 5 millions d'auditeurs tous les jours, d'annoncer au monde, en tout cas à la France, aux auditeurs. On peut le dire au sens aussi symbolique. Exactement. Oui. D'annoncer sa bipolarité, il faut un sacré courage, parce que dans nos métiers de journaliste, dans nos métiers d'animateur, il faut paraître fort, il faut pas montrer ses faiblesses, surtout pas montrer ses faiblesses. Et donc c'est un risque absolument inouï qu'il a pris. Mais il a pris son risque. Il a pris son risque, pas que pour lui-même, il l'a pris aussi pour tous les bipolaires, toutes les personnes qui souffrent de ce type de pathologie. Il l'a fait pour eux aussi. Ce n'est pas un exercice autocentré. Quand vous connaissez Nicolas Demorand, ce n'est clairement pas pour satisfaire son ego. Non, il l'a fait pour témoigner, et pour que ce témoignage fasse écho chez tous ceux qui connaissent ce genre de situation, de pathologie, et pour qu'elles aient, elles aussi, le courage de l'annoncer sans qu'il y ait de conséquences professionnelles, personnelles. Donc je trouve que ce qu'a fait Nicolas Demorand, c'est très très important, au-delà de son cas personnel, sur notamment la levée des tabous autour de la santé mentale. Nous, on le fait dans Grand bien vous fasse depuis une dizaine d'années.
de lever les tabous sur la santé mentale, mais quand on a la voix, et surtout, il faut le dire, le livre est admirablement bien écrit, vraiment. Extraordinaire. Vraiment, c'est un livre qui fera date, comme un grand livre sur la dépression de William Styron, dont j'ai oublié le titre, mais ça reviendra. Un livre de l'intérieur, exactement. Justement. Intérieur nuit, c'est vraiment... Exactement. Sans complaisance. Sans fioriture, sans effet pathos, sans aucun pathos, avec de l'humour parfois, quand il raconte que dans ses phases maniaques, il achète de façon compulsive des tas d'objets, que ses nouveaux amis, ce sont les livreurs de colis, et qu'il ne sait que faire de tous ces colis qu'il reçoit. Et d'ailleurs, il fait le bonheur de ses proches, de ses amis, de ses enfants. Il redonne au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc il y a aussi ce moment assez extraordinaire où il fait une cure thermale. Bon, il faut lire le livre. Et donc il y a des éclats de rire. Il se retrouve en peignoir, il supporte pas en fait. Il n'y a pas de complaisance, pas de pathos. Et je trouve que ce livre marque une date dans l'histoire de la médiatisation de la bipolarité. Vous en parlez d'ailleurs dans l'émission avec d'autres psychiatres depuis. Alors vous l'avez reçu, mais au-delà de ça. Oui, tout à fait. Parce que moi, je pose la question quand même aux psychiatres que je vois passer en disant qu'est-ce que ça fait dans la profession, qu'est-ce que ça vous fait, et vraiment tout le monde est unanime en disant waouh, quel courage. Et c'est important parce qu'en plus cette année, c'est grande cause nationale sur la santé mentale. Et donc c'est vraiment important qu'on puisse en parler comme ça librement. Alors lui, il dit aussi qu'il n'en pouvait plus de se cacher. Bien sûr. Il y a aussi, ça. Il raconte très bien à Sainte-Anne. Oui, il y a cette fameuse journée consacrée à la santé mentale, à laquelle nous avons participé avec grand bien vous fasse. Et à un moment donné, il se retrouve face à une psychiatre. Il se dit, mais il est à deux doigts de révéler à l'antenne sa pathologie, parce qu'il se sentait mal à l'aise. Que l'on puisse parler dans une journée spéciale sur France Inter de lever les tabous de la santé mentale et de devoir garder ce secret en lui. Donc là, il y a quelque chose d'assez difficile à vivre. On approche de la fin de cette émission, hélas. On pourrait parler évidemment des heures de tous ces sujets, tous les deux en plus. Mais sur ces traumas, sur ces blessures qui façonnent qui nous sommes finalement. Là, on parle de Nicolas Demorand, mais vous recevez tout un tas de psys. Et puis dans votre ouvrage, les personnages sont croqués avec ça parce qu'on voit qu'ils sont évidemment façonnés, comme tout à chacun, par leurs histoires, et que parfois les histoires de certains les conduisent à commettre peut-être un crime ou des homicides. Parce qu'ils sont tellement blessés, traumatisés, que ça dépasse. Alors, je dis pas ça pour les excuser, mais ça sous-entend qu'en fait, je trouve, nos blessures sous-jacentes construisent qui nous sommes, et en particulier, nos actes naissent aussi de ça. Parfois involontairement, je dirais même. Bien sûr, moi j'essaye, en tout cas dans les deux premiers, d'explorer deux affects qui peuvent mener à des actes terribles, l'envie, les sentiments envieux qui peuvent nous consumer, ou la colère. Donc effectivement, la vengeance. Alors pour moi c'est la grande phrase, je la cite très souvent, mais pour moi c'est une phrase qui est très importante dans ma vie. C'est cette phrase de Georges Simenon, le créateur de Maigret notamment, c'est comprendre et ne pas juger. Donc les actes commis par ces criminels, j'essaie de faire en sorte qu'Alice, elle les comprenne et qu'elle ne les juge pas, parce que nous pourrions nous aussi les commettre. C'est cette phrase de la grande philosophe Simone Veil, « Tous nos monstres sont en nous ». Donc l'idée, c'est peut-être, sachant cela, d'essayer de les contenir, ces monstres. C'est une des grandes tâches humaines, de contenir tous ces monstres qui peuvent nous agiter, nous pousser à des actions irréparables. Je pense que c'est ça le grand travail humain qui doit nous agiter, c'est de lutter contre ces monstres qui sont en nous, tapis en nous, et quand on y arrive, on va sacrément mieux, il me semble. Oui, sachant que ces pulsions, ces compulsions dont on parle de ces monstres... Je ne parle pas évidemment de ceux qui sont atteints de psychopathes. Psychopathes. Je ne parle pas des tueurs en série, des psychopathes pour lesquels...
j'ai pas beaucoup de compassion. Enfin, je parle de ceux qui, dans le feu de l'action, vont commettre un acte irréparable, mu par une histoire traumatique, mu par une pulsion de colère, une pulsion de vengeance, une pulsion envieuse, etc. Des pulsions terriblement humaines. Je me mets hors du champ des psychopathes, des tueurs en série. Ça, c'est des choses qui m'intéresse assez peu. Je pense que j'écrirai jamais un polar mettant en scène ce genre de personnages. Les meurtriers, les criminels qui m'intéressent sont ceux qui peuvent nous ressembler, ceux que l'on retrouve notamment dans les romans de Georges Simenon. Oui. Voilà. Il y a une identification. Exactement. On s'identifie pas aux psychopathes. Exactement. Dans le premier volume, je pense qu'on s'identifie et qu'on a presque de la compassion, même si elle a commis un acte monstrueux, irréparable. On peut comprendre ce qui peut la mener à ça. Ça ne veut pas dire qu'on l'excuse. Ça ne veut pas dire qu'on l'absout. Ça ne veut pas dire qu'elle ne mérite pas d'être jugée par un tribunal et encourir une peine de 20 ans de réclusion criminelle ou la perpétuité. C'est pas du tout ça. C'est d'essayer d'avoir un peu de nuance et de se dire son acte est criminel et monstrueux, est inexcusable, mais je peux comprendre le cheminement. Oui, mais je trouve que c'est très important ce que vous dites, parce que quand on revient en arrière, en fait, sur les histoires, et c'est la même chose finalement dans plein de domaines. Là, on parle de crime, mais ça peut être tout un tas d'actes qui sont pas anodins, sans aller jusqu'au criminel. Non pas, comme vous dites très bien, pour les excuser, mais pour comprendre, parce que quand on comprend mieux les ressorts, en tant que collectif humain, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer ça aussi parfois à la source ? Pour qu'on n'en arrive pas là. Et c'est bien tout le travail aussi qu'on fait de la connaissance de soi et de l'humain et de l'exploration de l'âme humaine. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des gens basculent ? C'est exactement vous avez totalement raison de parler de point de bascule, parce que c'est ce qui agitait Georges Simenon, c'était de raconter des histoires de passage de la ligne. C'est ça qui est passionnant, ce passage de la ligne, ce point de bascule. Qu'est-ce qui fait que certains vont passer la ligne, vont basculer et d'autres pas. Et ça, c'est absolument passionnant à explorer. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça dit de nous ? Qu'est-ce que ça dit de la culture, de nos histoires, de l'inconscient collectif, de nos familles, etc., etc., des éducations, de la psyché, qui reste parfois un mystère. Pourquoi un tel, finalement, a cette maladie, alors que, le contexte montre que... voilà. Il y a aussi, je trouve, quelque chose de mystérieux et qui nous échappe encore. Hein. Et vous avez totalement raison, et je trouve qu'on vit une époque qui ne laisse pas suffisamment de place au mystère. Non pas de façon ésotérique, mais on veut tout expliquer. Il y a des choses qui sont inexplicables, qui sont mystérieuses, et c'est ça qui est absolument... passionnant, et la création littéraire permet d'explorer ce mystère. Peut-être un petit mot de la fin sur ce volume. Peut-être alors il y avait plein de thèmes, j'avais plein d'autres questions sur d'autres thèmes. Un dernier comme ça qui vous vient en tête dans votre roman que vous auriez envie de transmettre, qui est important. L'amitié, peut-être. Oui, l'amitié, effectivement. L'amitié. On sent que vous êtes un ami solide, peut-être. J'espère que oui. Je pense que oui. Oui. Vous demanderez à Christophe André. Ouais. Je crois que oui, d'après Christophe, en tout cas. Mais oui, c'est d'être solide et qu'on puisse compter sur moi. Voilà. Après, moi, je suis assez binaire. Hein. Quand j'aime, et quand j'aime pas. Je suis un peu... Voilà, en amitié en tout cas. Assez instinctif, animal. Assez instinctif, assez animal. Je sens tout de suite, on en parle avec ma consoeur que j'adore, Agathe Le Caron, qui présente avec moi l'émission Bel et Bien, et elle le dit souvent, moi dans le plexus, je sais tout de suite, mais vraiment, profondément, je sais si on m'aime ou si on m'aime pas. Je sais, mais en dépit dans nos métiers de sourire hypocrite, je sais tout de suite si on m'aime ou on m'aime pas, et je sens tout de suite ce que la personne a dans le coffre. Vous, par exemple, je vous sens. Merci. Voilà, tout de suite, quand je vous ai vu. Le courant est passé en je vous sens tout de suite, je vous ai tout de suite senti.
Et puis vous avez cette habitude, vous rencontrez des centaines de personnes, donc au bout d'un moment, on a... Effectivement, et c'est la neuropsychologue Sylvie Chocron, que j'adore, qui est directrice de recherche au CNRS, qui me l'avait expliqué, c'est-à-dire que avec la centaine, les milliers de personnes qu'on rencontre, à un moment donné, dans notre cerveau, il y a une sorte de cartographie et tout de suite, on sait tout de suite si la personne, si le courant va passer. Et parfois, on se ment à soi-même. On sent que le courant va pas passer, mais voilà, les injonctions sociales ou les obligations professionnelles font que. Et puis finalement, avec le recul, on se dit, j'aurais dû écouter cette première petite voix intérieure qui me disait que. Et puis nos métiers font qu'on est, vous êtes en tout cas encore plus, des êtres aussi caméléons. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'ajustement en permanence à l'autre et très rapidement. Vous avez totalement raison. Et plus que de caméléon, vous avez raison d'utiliser ce mot, nous sommes des boules à facettes. Nous sommes des boules à facettes. Parce que la boule à facettes, elle est sphérique, elle reste la même. Il y a une sorte d'unité dans la boule à facettes. C'est ce que j'aime. Mais à chaque fois, on donne des facettes différentes à voir. Avec votre patron, avec votre mari, votre femme, vos enfants. Il faut accepter d'être des boules à facettes, des caméléons. Et c'est vrai que dans nos métiers, quand on le fait bien, on a une capacité de s'adapter. Et moi, c'est ce que j'adore. Moi, j'adore être... Je suis autant à l'aise, je vais vous dire, avec un ouvrier qu'avec un aristo. Parce que je sais m'ajuster. Je sais, tout en restant moi-même. Ça ne veut pas dire que je me travestis. Ah oui, ça ne veut pas dire... Oui. C'est-à-dire que je m'adapte. Je m'adapte à la personne qui est en face de moi. Voilà. Je ne me mets pas en surplomb. Non, je m'adapte avec la personne. Voilà. C'est comme quand on est avec des enfants, on se met à leur hauteur. On leur parle, on se met à genoux devant eux, on se met à leur hauteur. Voilà. Et je trouve que c'est important dans nos métiers, cette capacité d'adaptation et de... Voilà. D'ailleurs, vous n'épargnez pas non plus de croquer ce milieu des médias, de la production. On le voit aussi de l'intérieur. C'est vraiment intéressant dans ce nouveau volume, dans le volume 2. De tout ce qu'il y a aussi de fake, forcément. Enfin, je le dis en français, de faux self. Parce que c'est un milieu aussi qui est dur, il faut bien le dire. Qui est très, très dur. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est très important ce que vous avez dit. On en a parlé hors antenne. Ce sont des métiers de marathoniens. Je le dis parce que les gens ne se rendent pas forcément compte. Être à l'antenne, comme vous l'êtes, tous les jours, vous et les autres. Je parlais de Mathieu Chédid hors antenne, mais tous les grands qui font des concerts et qui sont sur scène tous les 2 jours et qui donnent aux autres, au monde, cette énergie, c'est fou, en fait. Oui, qu'il faut comme... il faut une énergie, vous le dites très bien, de marathonien, c'est vraiment le très bon terme. En tout cas, à la radio, à France Inter, on travaille... moi, je travaille beaucoup, je lis les livres, je suis là le matin dès 8h30 et je repars à 18h30, 19h. Et donc, voilà, c'est des métiers qui sont durs, parce qu'en plus, on est sous le regard... en tout cas, dans mon émission, d'1,5 million d'auditeurs. Donc, ça oblige. Ça oblige à ne pas dire de bêtises, d'être le plus précis possible, et le respect des auditeurs passe par le fait de travailler, de vraiment lire les livres, de vraiment travailler. C'est ce qu'on doit aux auditrices et aux auditeurs. Mais donc, oui, j'épingle un peu, en tout cas pas aujourd'hui, parce que dans Bel et Bien, j'ai la chance, et je dis ça vraiment, sinon j'aurais quitté l'émission. J'ai la chance de travailler dans une production vraiment très bienveillante, avec une productrice, Nathalie Côté, qui est formidable, et une co-animatrice, Agathe Le Caron, qui est d'une drôlerie, qui j'espère fera un jour de la comédie, parce que c'est l'une des filles les plus drôles que je connaisse, un peu à la Sandrine Kiberlin. Elle a le sens de la répartie. Je n'ose pas vous dire, elle a le sens de la répartie extraordinaire, et je n'ose pas vous dire, Anne, ce qu'elle peut me dire 10 secondes avant l'antenne, avant le rouge antenne à la télé, parce qu'elle a un sens de l'humour absolument incroyable. Mais j'égratigne un animateur que j'ai vraiment connu il y a 20-25 ans, quand j'ai fait un stage, on n'avait pas le droit de lui parler, j'étais stagiaire, et on n'avait pas le droit de lui parler. Je n'avais pas le droit de lui parler, je dirais pas son nom, c'est pas la peine. Mais c'était à Canal+. Et on n'avait pas le droit de lui parler. J'avais pas le droit de m'approcher de lui. Il y a une sorte de cercle concentrique, il ne fallait pas que je lui parle. On n'avait pas le droit de lui parler. Parce que j'étais un sous-fifre stagiaire, je ne pouvais pas lui parler. C'est dingue. Et quelqu'un qui avait sa cour, etc. Donc, je le raconte dans le 2e tome, voilà. Mais donc ça, c'est intéressant aussi de voir cet aspect-là. Exactement. Après,
C'est vrai qu'il y a des productions télévisuelles qui fonctionnent encore comme ça. Bon, voilà, c'est comme ça, mais bon, c'était plus vrai peut-être dans les années 80, 90, 2000, où il y avait des animateurs tout puissants qui étaient des... Voilà. Puis ça dépend des thématiques qu'on traite. Et ça dépend des thématiques qu'on traite également. Mais... En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup, Anne. C'était un plaisir. J'ai fait des confidences que je ne pensais pas faire. En tout cas, Irébi, merci infiniment. Là, vous pouvez pas avez savoir un art d'accoucher les âmes qui est assez diabolique, ma chère Anne. C'est l'art de la maïeutique. On partage le même art. Bravo, Anne, en tout cas. Et ça fait plaisir de le partager ensemble. Donc, merci infiniment d'être vraiment... Accueil. Vous pouvez pas savoir la joie que j'ai... de vous avoir reçu aujourd'hui, d'être venu faire un tour au micro de Métamorphose. Vous étiez cette fois-ci de l'autre côté. On vous retrouve évidemment sur France Inter dans votre émission Grand bien vous fasse, sur France 2, bel et bien, vous l'avez dit, avec la lumineuse Agathe Le Caron, que j'aime beaucoup aussi. Et puis surtout, avec ce deuxième volume, Meurtre en chaîne, aux éditions Le Masque. Tantalis Enquête. Voilà, Tantalis Enquête, mène l'enquête ou mène l'enquête Tantalis Enquête. Tantalis Enquête, et qui fait suite donc au premier qui était, il y a presque, ça fera 2 ans cet été. 2 ans, et voilà, c'est ça. Tout juste en juin, voilà. Il était sorti. Le bonheur est dans le crime. Le bonheur est dans le crime. Quand même, vous avez le sens de la formule. Alors, on n'a pas parlé effectivement des meurtres en chaîne et de ces cascades de conséquences, mais voilà, ce sera l'occasion d'une autre émission pour le 3e volume. Merci infiniment. Merci beaucoup, Anne. Ouais, merci. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.